Lundi, le 11 septembre 2023, ici André Fauteux, la Maison du 21e siècle à nouveau. Très heureux de retrouver l'artisane Marie-France Kech avec nous aujourd'hui en direct de Montréal, Marie-France. Oui, Montréal, oui. Bonjour. Bonjour. Et donc, Marie-France, quelle est ta formation? Tu es débarquée à Montréal en 94 quand je lançais la Maison du 21e siècle. On va fêter notre 30e anniversaire ensemble. Oui, bah, c'est tout un processus qui s'est développé sur plusieurs années. J'ai une formation des beaux-arts en art, avec le besoin de travailler plus vers l'extérieur et l'environnement, sortir l'art de l'atelier vers l'environnement, en fait, vers le quotidien. Donc, suite à ma formation des beaux-arts, je me suis spécialisée en peinture décorative et les procédés anciens décoratifs de la Belgique et de la France, pour justement aller intégrer tous les finis décoratifs possibles dans les intérieurs. Et puis de là, je me suis spécialisée, j'ai obtenu une bourse à la Fondation Roi Baudouin de Bruxelles à l'époque, qui se nommait comme ça à l'époque, pour aller me spécialiser en restauration de mon métier, de mon savoir-faire dans le patrimoine bâti. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi une perte des savoir-faire, donc ils avaient proposé cette solution pour inviter les artisans à rentrer, à être plus présents dans le patrimoine, en fait, avec ces savoir-faire anciens. Et donc, le monde de la restauration s'est ouvert à moi. Et c'est plus ou moins en parallèle où je suis arrivée au Québec, en fait. Euh, donc, j'étais ici, puis j'allais me former avec différents ateliers, enfin, différents artisans sur des chantiers. Donc, c'était très intéressant. En Et Europe? en Europe, oui, oui, Europe. c'est ça. Donc, au niveau des églises, du décor peint, de la dorure, beaucoup, et des enduits à la chaux aussi. Et voilà. Donc, arrivée ici au Québec, j'ai d'abord travaillé dans des ateliers de décor et avec différents ateliers, enfin artisans pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, parce que il y a quand même des petites différences. Et tranquillement, ben, j'ai intégré le milieu de la décoration et de la restauration. Et donc, nous, on s'est connus un peu plus tard. J'ai vu au début, il y avait une grande demande au niveau des imitations quand je suis arrivée. Des faux marbres, des faux bois, les ciels, Ouais. les trompe-l'œil. C'était encore en demande dans le résidentiel, mais tranquillement, je sentais qu'il y avait que la demande changeait en fait, et qu'on allait plus vers les matières. Et donc, Différence, les techniques, les matières. les matières naturelles, en fait, la présence du bois, des marbres, des matières. Au lieu de faire du faux, on allait plus vers le vrai, en fait, tranquillement. Et donc, Ça faisait avec du plastique, avec du béton. oui, avant, c'était fait beaucoup, enfin, ici, c'était fait beaucoup avec les peintures synthétiques, en fait. Euh, Mhm. et en Europe, moi, j'ai plus été formée dans les anciens procédés, donc plus à l'huile ou avec les matières de l'environnement Et et les vieux procédés. Donc, et je me suis un petit peu démarquée tranquillement en proposant justement ces procédés différents. Et puis, tranquillement, je me suis fait connaître aussi en patrimoine bâti et dans la restauration. Et puis, on s'est connus en fait comme ça parce que à l'époque où j'ai senti que ça changeait beaucoup la demande, ben, je me suis dit comment intégrer justement ces savoirs anciens qui sont écologiques, naturels. Et donc, j'ai commencé à travailler, à proposer la chaux, la peinture à la chaux, les enduits à la chaux et travailler avec Tokay. Et c'est ici Voilà. que j'ai connu en 2014, j'avais fait cet article. Et C'est- donc, on ouais. introduisait les gens aux divers finis. Parlez-nous un peu, euh, il y a des finis au mortier plus grossier, et la finition plus Le subtile. film, oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que moi, je proposais plus les enduits et les finitions naturelles, vraiment de finition en fait, pas de structure et de construction. Mais il faut quand même avoir une compréhension des deux pour pouvoir
faire les liens, et parce que on est dans les mêmes pratiques en fait. C'est juste la matière qui est plus fine et différente au niveau de son application. Si on Et donne donc, un exemple, le mortier à la chaux qu'on met sur les ballots de pêche, justement, c'est quelque chose de plus grossier, plus épais. oui, c'est ça, parce qu'en fait, la logique, là, on fonctionne toujours enfin, on démarre toujours des enduits plus grossiers, plus gros, vers les enduits plus fins. Ce sont des successions de couches. Et la Et donc, les finesse, finitions sont des enduits et des matières plus fines, en fait. et donc la finesse, c'est dans l'épaisseur, mais aussi les granulats, Oui, le sable. c'est ça. Dans la composition de la matière en tant que telle, il y a une évolution là pour que, euh, comment, ce sont des règles aussi de granulosité pour tout ce qui est mouvement du bâtiment, respiration, gestion d'humidité, qui, qui ont développé cette pratique du gros grain vers le grain le plus fin en fait. Et, euh, et vers donc des enduits un peu plus structuraux, plus gros, donc souvent plus texturés, Ouais, même avec de la fibre de paille, de bois ou de chanvre, hein, oui, c'est ça. C'est sûr que là, moi, je suis moins spécialisée là-dedans, mais c'est ça. On est avec les sables plus gros, le chanvre, la paille, l'argile arrive aussi là, à cet l'argile. endroit-là. Est-ce que tu y as touché à l'argile? Un peu par recherche personnelle, mais non, je ne me suis pas spécialisée dedans, en fait. Une Mm. chose que j'ai vue, évidemment, autrefois, on utilisait la chaux, même au Québec, les gens s'en rendent pas compte, c'est pour ça qu'il y a de la demande pour les artisans et artisans. Mais la question, c'est est-ce que je peux mettre ça sur mes murs de gypse qui ont déjà été peints à, à la liquide ou à l'acrylique ou non peints? Dans les procédés anciens, c'est sûr qu'on part toujours d'un mur qui respire, donc qui a une certaine porosité. Puis après, il y a les différents enduits qui arrivent avec leurs couches, leurs épaisseurs. Mais il y a des procédés qui se sont développés pour pouvoir travailler sur les produits plus fermés, en fait. Les produits toqués en étaient. Et donc, c'est au niveau de la préparation des surfaces, en fait, qui Donc, va, les après à la caséine, je pense, entre autres. entre autres, oui, Je oui, c'est pense ça. que ta chaux, ta peinture à la chaux va mieux accrocher sur, Oui. Il sur l'acrylique d'une peinture, par Oui, c'est exemple. ça, il faut redévelopper une accroche en fait. C'est comme si on reculait un petit peu et qu'on recréait une première accroche. Ouais. On faisait une imitation des premiers enduits en fait, ou des jetés d'enduits. Puis de là, on peut reposer. Mais on reste quand même dans des enduits assez fins. Enfin, on commence à rentrer dans la famille des enduits fins et de finition plus aussi. Avant de les expliquer, je veux comprendre si quelqu'un se fait construire, bon, il y a des gens qui vont faire des murs de paille ou de chanvre, mais quelqu'un qui fait une construction classique, euh, est-ce qu'on peut se passer du gypse carrément? Qu'est-ce qu'on mettrait comme base avant d'arriver avec les enduits? Ou est-ce que tu fais, toi, souvent ou à l'occasion, sur un gypse non peint, l'application? Oui, moi j'ai beaucoup travaillé justement sur les gyps non préparés ou préparés que j'apprêtais en fait. Les joints doivent être tirés. Pardon? Est-ce qu'on tire les joints avant que tu arrives? Oui, oui, oui. Ben, c'est parce que moi j'ai toujours proposé des enduits très fins en fait. Donc là c'est comme qui viennent se déposer sur une structure qui doit être bien stable Comme une et peinture. déjà construite en fait. Donc là je partais des gyps nus mais préparés que je préparais moi-même ou j'installais des après 10 bâtards en fait. C'est comme des mixtes, soit à la caséine ou des mixtes avec un petit peu de synthétique pour agripper vers le naturel en fait. Puis j'arrivais en dernier lieu avec les produits naturels. Donc ça permettait de rentrer dans les intérieurs et les procédés actuels, mais aussi comment à la toute fin des travaux avec une gestion beaucoup plus propre aussi et moins poussiéreuse et comme je les appelais mes enduits et peintures de ville pour C'est ça, c'est de la finition, là. Si je reviens à l'article qu'on a publié, on peut peut-être justement présenter
les divers produits que tu proposes. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est écologique, c'est 100% naturel, c'est moins énergivore à produire, c'est fini là à base de chaux, entre autres. J'aime le fait aussi que tu fais tes couleurs toi-même, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est vraiment, Oui. vraiment du sur-mesure, hein? Oui, ben Et, c'est ça l'avantage de travailler avec ces produits, ces techniques anciennes en fait, hein. Et puis quand on connaît comment la matière, comment ont été créés les procédés, ben on peut décomposer, les recréer nous-mêmes et les colorer ouais. selon les besoins à la demande en fait, et à la demande, oui. Mm. Alors, c'est quoi les sucs vénitiens, et la chaux grasse et le tas de lac? Oui. Alors, la plupart donc des enduits, bon, il y a les enduits hydrauliques, puis il y a les enduits de type aérien. Et plus on va vers les gros, les grains plus fins, on a la charge de la chaux est beaucoup plus présente et plus grasse en fait. Non, Et puis on va aller aussi vers des poudres de marbre, donc beaucoup plus fines, plus douces, qui vont permettre justement d'avoir des enduits beaucoup plus pâteux, comme des crèmes en fait, et qui vont pouvoir être beaucoup plus on peut aller beaucoup plus loin dans son lissage, jusqu'à les faire briller en fait. Et donc le Stux, c'est un exemple. On peut monter l'enduit fin jusqu'à déjà loin dans son lissage, mais on sera plus dans des effets plus mat, peut-être un peu satin. Les peintures, on est toujours dans du mat. Tandis que le stuc, on va commencer à aller vers le satin à très brillant même. Le tas de laque, c'est un petit peu la même chose, mais là, c'est fait avec une chaux hydraulique. Et puis, d'où son côté imperméable. Parce que, bien sûr, moi, je parlais des enduits décoratifs, mais le tas de laque, oui, on- ça, je pense que c'est de Sylvie, hein, Sylvie Plaire, ça. oui, c'était Mm. la maison de Sylvie, effectivement. Donc, ça, c'est un fini, c'est de la chaux qui est polie et recouverte en imperméabilisée au savon de Marseille, c'est ça? Oui, oui. C'est par sa composition, chaux hydraulique et sable, et par sa technique de pose qui fait que comment la porosité est toujours là, donc elle va absorber l'humidité, mais c'est tellement serré le grain au niveau de son lissage qu'il va avoir une imperméabilisation qui se fait par son serrage de grain, mais aussi par le savon de Marseille. Et Et ça se donc, lave facilement, évidemment, parce que c'est plus lisse. oui, oui, c'est sûr, oui. Mais l'avantage, c'est ça, un des avantages, ils sont nombreux. Il y a cette question-là que ça diffuse la vapeur, hein. Quand on dit que Oui. ça respire, c'est que les pores sont ouvertes. Mais tous les produits à la chaux, hein, ont une capacité de régularisation de l'atmosphère, là, puis de l'humidité qui est proche. Donc, l'enduit va aspirer le trop-plein, rejeter quand il n'y en a pas assez. Donc, c'est microporeux, respirant, anti-moisissure, de par la calinité. Enfin bref, il y a plein de belles qualités. Antistatique, hein, aussi, Oui, la poussière. allergène. Hmm. Est-ce que tu connais Ginette Dupuis? Ginette Dupuis. Hmm. Dieu, vous devriez travailler ensemble. Alors, Ginette, Elle fait les enduits? non, non, Ginette, c'est la pionnière de la biobiologie au Québec. Oui. C'est Ginette Dupuis, P-U-Y, son site Mhm. ginette.com. Elle a écrit un livre sur les matériaux sains chez Québécois. Ça fait à peu près 30 ans que je la connais. Et elle a une maison en bloc de terre comprimé dans les cantons de l'Est. Et donc, foyer de masse, et tout est 100% naturel, là. Et elle me disait, ben moi, je n'ai pas besoin de ventilation dans ma salle de bain. Tout est fini naturellement. Donc, il n'y a même pas de buée ou à peine dans le miroir. Je disais, mon Dieu, tu sais, quand tu portes un baignoire, ton Oui, bain, oui, oui, oui. c'est assez impressionnant, ça. Euh, donc, les murs, les plafonds peuvent prendre le trop plein d'humidité et le redonner quand l'air est trop sec. C'est ça, hein? Oui, 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 il y a une gestion naturelle saine, hein. Mm. Oui, c'est simple pour le bâtiment et pour les gens. Oui. Exactement. Mm. Donc, on a parlé un peu du stade lac. Revenons un peu. Tu parlais de la chaux hydraulique et aérienne. C'est quoi la différence? Oh là là, c'est dans la transformation de la chaux, là, mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails. C'est au C'est moment des où. complications.
où la chaux est extraite, comment? Elle arrive vive, elle est éteinte, puis après il y a des... Toi, ça devient très chimique, ça. J'avoue que... mais toi, tu utilises les deux ou une des deux? Ben, en fait, la chaux hydraulique, juste dans le tas de lac, moi, je vous dis, je me suis vraiment plus spécialisée dans les chaux de finition, donc plus de type aérien. OK. De type, ouais. Mhm. Et donc, il y a des peintures à la chaux, mais le stuc vénitien, le Marmorino, c'est quoi exactement? C'est un enduit, mais très, très, très fin. Donc, il se pose quand même à la truelle. On peut le poser au pinceau, là, mais c'est vraiment, il est fini à la truelle. OK. Oui, C'est un site par web rapport au... on peut voir. As-tu un site web MFCache ou Pardon? t'as une page Facebook, mais as-tu un site web? Oui, Oui, MFCache. j'ai une page Facebook, là, MFcache Décor. Puis j'ai un site, Ton mais qui site n'est web. plus trop à jour, mfcache.com. OK, on peut voir ici les photos. Si on clique, j'imagine, je vais aller voir, juste montrer aux gens ton site pour qu'ils puissent visiter. Donc, et la grosse question, c'est est-ce que c'est de plus en plus en demande, cette expertise? Est-ce qu'il y a des tendances qui n'existaient pas il y a 10 ou 20 ans au Québec à les Ben, finir? c'est sûr que euh, quand moi j'étais là, il y avait une demande, mais elle était quand même assez petite. Il y avait encore beaucoup d'éducation et à faire, et puis de présenter toutes les possibilités pour le bâti. Donc, moi, je suis tombée encore dans une période où j'ai quand même réussi à faire pendant 15-16 ans, à travailler dans le domaine, avoir des commandes au niveau résidentiel, mais j'alternais aussi avec le patrimoine bâti. Les plus Et gros chantiers commerciaux institutionnels? oui, c'est ça. Donc, c'est en alliant les deux que je suis toujours là actuellement et que j'ai pu vivre de ma belle passion. Bravo, parce que vous êtes combien au Québec à faire ce que tu fais? Ben, on est un petit groupe. Là, c'est sûr qu'il a augmenté, mais ouais, c'est sûr qu'on n'est pas encore une grande famille. Puis il y en a quelques-uns qui sont plus spécialisés en autoconstruction, d'autres en décoration, et puis d'autres en patrimoine bâti. Et, mais c'est sûr que ça reste quand même un petit groupe là. Ton plus grand plaisir, c'est plus dans la restauration? Ben, c'est ça, tranquillement, j'ai comme décidé de laisser un peu les enduits, puis je faisais tranquillement mon chemin au niveau patrimoine bâti et mon nom a commencé à être plus présent. Donc, j'avais plus de demandes, en fait, tout simplement. Mais en même temps, tout se tient, hein, que ça soit... Parce que ma passion, ça a toujours été les vieux procédés, les savoirs anciens. Et la chaux, c'était une direction avec les produits naturels du sol, sable, chaux, pigments et autres. Mais donc, le patrimoine bâti m'a permis de continuer dans cette logique-là. Et mon prochain projet va continuer en ce sens aussi, là. Parce que c'est vraiment ça qui m'anime, moi, en fait. Ce sont les vieux procédés naturels et locaux, finalement. Parler de ce prochain projet. Donc, tes clients principaux, c'est des villes, c'est des entreprises privées? C'est assez varié, mais je travaille avec beaucoup d'architectes, quelques entrepreneurs spécialisés en patrimoine, la ville, oui, ça arrive, ou l'évêché. Je me suis retrouvée beaucoup dans le milieu des églises, donc avec l'évêché, puis les paroisses directement. Donc, avec les nombreux bénévoles qui prennent soin de notre patrimoine. Oui. Et ton boulot est surtout à Montréal? Oui, et la rive sud, beaucoup. J'ai été un petit peu à Saint-Jérôme, mais sinon, c'est beaucoup la rive sud et la lignée, la route vers Québec, là, où il y a beaucoup d'histoires, en fait, et beaucoup d'églises aussi. C'est Oui. des vestiges, et ces maisons qui disparaissent, c'est vraiment triste. Donc, aujourd'hui, ton projet, c'est de former plus de gens? Oui, c'est ça, parce que, comment? Euh, Travailler dans le patrimoine, c'est une chose, mais là aussi, il y a eu tout un chemin, de faire connaître
qui a du patrimoine, que ça soit au niveau monsieur, madame, tout le monde, mais aussi du milieu professionnel, donc de faire connaître tous les savoir-faire et les artisans. Je suis fort investie avec le Conseil des métiers d'art à ce sujet, qui travaille fort dans la reconnaissance justement des artisans en lien au bâti. On a même réussi, enfin c'est surtout le CMAQ, mais beaucoup d'artisans comme les ont aidés. On a créé une formation de spécialisation pour les artisans en restauration, vraiment. C'est un AEC Par qui le est, conseil. oui, c'est le Conseil des métiers d'art qui a créé ça en association avec le Cégep du Vieux-Montréal, et c'est la première formation accréditée là, en patrimoine bâti. Bravo. Donc, je vais donner, quand ça sera la cohorte des peintres décorateurs, le cours. Et puis, c'est une formation qui est très concrète, théorique, mais aussi de pratique sur des projets en collaboration avec des architectes, des donneurs d'ouvrages, le ministère et les conservateurs, enfin tout le milieu. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou ça prend des prérequis? Donc ça, c'est plus une formation liée aux artisans qui ont déjà une certaine pratique et qui veulent se spécialiser en patrimoine. Donc c'est quand même assez précis. Mais il y a tout un travail qui s'est fait pour le grand groupe, toute la population dans la reconnaissance de ces savoir-faire. Mais je me rends compte que il y a encore du chemin à faire, et je me suis toujours demandé comment allier ma passion et continuer à l'étape où je suis, en fait. C'est comme j'ai acquis beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis à un moment où je pense que un bon moment pour transmettre, en fait, et continuer la transmission de ces savoir-faire Oui, par après, le biais des ateliers. on Mm. devient des maîtres après 30 ans. On commence à avoir un certain bagage. Ouais. On me consulte beaucoup aussi pour de la documentation, pour les aider justement à monter les projets, à faire des appels d'offres, à faire des constats, solutions, coûts. Mais c'est surtout toutes les recherches que j'ai faites qui dorment finalement. Donc si je pouvais les transmettre, Oui. euh, On a un je sabbatique pour gagnerais écrire ma un vie. livre. Hein? Faudrait Pardon? prendre 6 mois de sabbatique pour écrire un livre. Oui, bah écoutez, on va commencer par les ateliers, puis on verra, on va voir comment ça réagit. Mais oui, ça pourrait, oui. Moi, j'admire beaucoup les journalistes qui publient des livres parce que c'est du travail. Moi, j'ai plusieurs chapeaux en tant qu'éditeur et rédacteur en chef et journaliste. Mais c'est bien que tu veuilles transmettre. Mais il y avait Archibio à l'époque, un organisme qui s'est lié à Écohabitation pour aider les autoconstructeurs en bio et tout ça, mais ça a disparu. Moi, trouves-tu Mhm. qu'il y a moins de demandes chez les autoconstructeurs qu'il y a 10-20 ans? Je vous avoue que comme j'ai lâché un petit peu le milieu de la chaux, ben j'ai quitté un peu ce milieu-là. Je pense qu'il y a quand même une progression, euh, par rapport à quand j'entends mes amis artisans qui continuent dans le domaine. Je pense que c'est quand même plus connu maintenant, la chaux, mais ça bouge quand même très lentement encore, je crois. Et Oui, donc peut-être qu'il y a un essoufflement de la part de ceux qui se sont lancés dans ces beaux projets aussi. Puis oui, même l'autoconstruction en balotage, il ne s'en fait pas des dizaines. Puis en Europe, en France, hein, c'est professionnalisé. Ils font des écoles, des mairies, du multilogement. On a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Est-ce que on pourrait savoir qui sont les quelques-uns ou une qui œuvrent dans le résidentiel au niveau de la chaux? Peux-tu dire ben, il y a Toqué qui est toujours là avec Carole, hein, et qui qui propose l'appelle des artisans aussi. Puis il y a Edita Rano. Rita? Edita Rano. Éditeur. OK. Euh, Si on appelle chez Toqué, Tockay, Carole Lily a une liste d'artisans, évidemment, pour le résident. oui, oui, c'est ça. Oui. En plus des produits qu'elle propose, parce qu'ils sont toujours là Ouais. et qui sont des très bons produits, hein. Gradesite, c'est une très bonne compagnie. C'est justement des artisans qui ont remis à jour les savoir-faire de la chaux. Oui, des peintures Et, 100% naturelles allemandes, là. Ouais, comme Oro. Oro, j'ai et connu l'euro aussi. au début Mhm. des années 90. J'ai écrit pour le magazine Guide Ressources un article sur la biobiologie. Il y a la biologie du bâtiment, l'Institut allemand,
qui est dans plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Puis, Mhm. j'étais heureux de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait le courage, Mhm. une Canado-italienne, Carole, une autre pionnière comme toi. Euh, Vous pourriez peut-être plus l'approcher ouais, pour tu vos parles. questions par rapport à l'évolution là, parce que je pense qu'elle est les plus apte à... Moi, ce que j'ai remarqué en fait beaucoup, c'est que euh, tranquillement, il y a le handmade qui est arrivé, je trouve, ici. Tranquillement, ben, les gens ont commencé à s'intéresser à faire leur propre cuisine avec les produits locaux. OK, Puis handmade. le handmade, oui, c'est ça. Puis à faire leurs produits d'entretien ménager, leurs produits de beauté. Mais il Ouais. n'y avait rien au niveau des produits plus créatifs et beaux-arts et de l'habitat. Mais ici, en fait. Mais en Europe, c'est déjà quand même pas mal bien lancé. Aux États-Unis, beaucoup aussi. Et donc, je sens qu'il y a comme un intérêt, une ouverture vers... bah, il y a le retour aussi aux produits locaux qui s'est développé de plus en plus. Hein, le Covid a aidé aussi, en ce sens, étonnamment. Ouais. Et on retrouve, on retrouve aussi de plus en plus des ateliers de teinture pour tissus de manière naturelle. Des ateliers, des artisans qui développent donc les teintures par le biais des plantes. Il y a les cueillettes naturelles dans la nourriture pour les. Donc moi je trouve que ça évolue beaucoup vers ce genre de direction en fait. Et je me suis dit que ce serait peut-être une manière d'allier, de continuer et de transmettre ce savoir-faire par ce chemin-là, parce qu'en fait, ce sont tous des vieux procédés qui reviennent et qui sont remis à jour, en fait, tout simplement. Que ça Écoute, soit dans... écoute, je me dis, ça prendrait une association de tous ceux qui s'intéressent à tout ce qui est fait à la main. J'ai vu passer, là, il y avait une dame qui faisait, bon, on peut faire son yogourt, son fromage, Oui, le plein, plein de kombucha, choses. là. Mm. Ouais, ça, c'est devenu très à la mode. Faire ses savons avec la soude caustique, attention danger, il faut savoir comment le faire. Mais oui, je pense que la demande, elle est là, mais elle n'est pas organisée, c'est vraiment éparse. Les gens Oui, on est encore dans les débuts, quoi. Enfin, disons qu'il y a certains groupes qui sont déjà plus loin, je pense. connais-tu au Québec est-ce qu'il y a des sites web, des pages Facebook où les gens, on peut passer par toquer évidemment au niveau des peintures et autres finies, mais tout ce qui est Mais, artisanal, là, mais pas les professionnels de l'artisanat, mais pas les. mhm. Mais, Donc, ben, il faut peut-être aller chercher vers les épiceries écologiques ouais. avec les... il y en a quelques-uns qui commencent, ou quelques-unes qui commencent à développer des livres, des ateliers, en plus de vendre les produits pour montrer comment faire. Donc, c'est peut-être ces chemins-là. Au niveau du tissu, il y a quand même depuis quelques années là, un gros mouvement, tissu et teinture naturelle. Mais au niveau fabrication beaux-arts et peinture décorative, moi. Donc, c'est là que j'aimerais entrer. Alors, mais explique-moi, parce que tu dis que tu as délaissé la chaux, donc les produits que tu utilises, c'est pas la chaux, c'est quoi? En fait, c'est bon. De tout temps, les artisans, ils ont utilisé en fait ce qu'ils avaient autour d'eux. Donc, et il y a énormément de recettes qui se sont développées selon les régions où les artisans travaillaient en fait. Et donc, l'artisan utilisait la matière première qu'ils avaient. Donc, ils travaillaient avec le sol. Hein, toutes les traditions de la chaux, c'est ça. Puis là, c'est beaucoup les pays du soleil, les pays où la chaux était très présente. La chaux est partout, le calcaire est partout. Mais les pays du soleil l'ont plus développé. Donc là, il y a eu toute une tradition qui s'est développée en France, au Mexique, dans les pays, hein, beaucoup l'Europe, mais pas mal l'Europe du soleil. Les, les, les pays du Nord ont développé la chaux aussi, mais plus par les sgraffitos, puis d'autres procédés plus bruts. Mais par contre, ils ont développé d'autres techniques, par exemple avec la bière, selon les produits qui étaient autour d'eux. Hein, en Belgique, on a développé la tradition de la bière pour le bon plaisir des gens, mais
et les fromages et autres, mais en fait, elle était utilisée en peinture décorative pour lazurer les bois, voyez. Et quand on rentre dans les histoires, qu'est-ce que ça veut dire, lazurer? lazurer, c'est protéger les bois simplement, et ce sont des cols en fait. La bière est une colle par excellence, est un bon liant. Les pays du Nord, ils ont développé plus la farine avec la craie et on développe les fameuses peintures suédoises qui recouvrent l'extérieur. Ce sont en fait, c'est une peinture faite de farine, de pigments et d'huile. C'est très durable, c'est très solide, c'est encore là. Et chaque région, chaque histoire, en fait, dans l'histoire et dans les régions différentes, un peu partout dans le monde, il y a des recettes qui se sont développées à partir des matières premières autour de nous, des produits locaux. Et Comme les dialectes c'est ça. de chaque Et, région. et moi, par ma spécialisation de peinture décorative, ben, j'ai fouillé beaucoup en ce sens parce que c'était dans l'éthique de la restauration, on reproduit, on restitue les procédés anciens ou Évidemment. il faut les comprendre pour pouvoir les restaurer. Mhm. Donc, j'ai énormément de recherche, de documentation. J'ai donné des cours aussi, plus spécialisés en patrimoine. J'ai fait beaucoup de temps de recherche et j'ai de nombreuses recettes en fait, en atelier que j'aimerais faire découvrir. Donc, Et un montrer. exemple, à Montréal, qu'est-ce que tu as découvert? Un exemple de recette à Par Montréal? exemple, ici au Québec, c'est la peinture à la caséine qui est très forte dans le patrimoine. Ça, c'est du lait de vache? C'est du lait, oui, ça part du lait de vache, puis c'est la caséate qui est une transformation du lait en fait, la Protéines. caséine, là, et qui est en fait une excellente colle, tout simplement. Parce qu'une peinture est faite de trois éléments, une colle, un liant, une colle, une charge qui va donner la matière, plus ou moins épaisse selon qu'elle est là, ou moins importante, ou très importante, et puis les pigments, la coloration. Puis après, il y a toute une série de petits additifs naturels qui vont l'aider au niveau moisissure, conservation, accélération, séchage et autres. Mais c'est très simple, en fait, de faire Et c'est une quoi ces peinture. additifs-là, justement, au lieu des additifs synthétiques? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme additif? Mais par exemple, pour la conservation, on peut aller chercher une essence de, 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 de- Des huiles j'ai essentielles? perdu le nom, qu'on retrouve beaucoup en... Ah ben, le clou de girofle. Le clou de girofle, par exemple, c'est un bon conservateur. Ou En la huile lavande, essentielle? voilà. Pardon. Pardon? En huile essentielle ou en poudre? Oui, oui, l'essentiel, mais en clou, tel quel. Le clou de girofle peut aller dedans. C'est la lavande, je cherchais le terme. L'essence de lavande, c'est un bon conservateur. Et ça, OK. c'était quelques exemples, en fait. Oui. C'est sûr que ça ne sera pas des produits qu'on va garder 50 ans. Mais de toute façon, même une peinture synthétique a ses limites à un moment donné. Je pense que c'est 7 ans, la Mais peinture synthétique. J'ai des voilà. peintures américaines saines dans mon sous-sol depuis plus de 7 ans, puis je les apporte un gallon à la fois là, à l'éco-centre. New Oui, York. c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques... Comment se réapproprier ces procédés-là, c'est se réapproprier aussi différentes approches de la matière, une compréhension, mais aussi une application qui est un peu différente, une gestion du produit qui est un peu différente, mais qui n'est pas si complexe. C'est juste qu'il faut accorder un petit peu de temps et de présence, en fait. Puis bon, c'est peut-être le gros défi dans notre société où on veut que tout aille vite, là. Oui, Mais beaucoup de gens veulent cuisiner et d'autres veulent rien savoir de la cuisine. c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quand même une ouverture qui est devenue quand même plus grande, je trouve, à ce sujet, je pense. Oui, parce qu'on peut parler de crise sanitaire, de crise environnementale. Les gens cherchent des solutions, veulent léguer Oui. une planète plus saine pour leurs enfants et petits-enfants. Il y a un retour un peu aux vraies valeurs aussi, à prendre plus de temps Mhm. aux produits locaux, à revenir faire nous-mêmes nos affaires, à s'arrêter pour aller Mentir. s'amuser dans la peinture. Bon, c'est sûr, c'est encore un petit groupe, mais je trouve qu'il y a quand même un mouvement qui se fait dans ce sens-là. Enfin, je reste optimiste à ce niveau-là. On va voir. Le côté psychothérapeutique, à s'arrêter Oui, de jouer, oui, probablement. créer, comme Et, l'art-thérapie.
Oui, c'est ça. Il y a comme une recherche de bien-être aussi qui est là. Bien-être personnel, mais donc dans la qualité de vie, dans tout ce qui tourne autour de la qualité de la vie, mais aussi bien-être créatif, je crois, puis de toucher la matière, revenir au travail de la main. Il y en a beaucoup qui jardinent, qui font leur pain, qui font leurs produits, donc pourquoi pas les peintures? Ouais. Mmh. Alors, vous faites partie des thérapeutes, Marie-France Kech. Parce Je ne me mets pas ce grand terme-là sur mais les moi, épaules, j'ai mais j'ai connu beaucoup de médecins de l'environnement, des médecins de toutes sortes de spécialités qui sont tombés malades. Souvent, bon, les pesticides, les moisissures qui les rendaient malades, les champs électromagnétiques. Et puis, le maître, Dr. Ray à Dallas, disait, quand les gens en sortent, ils retrouvent leur créativité. C'est vraiment ça qui, ta vie change là, quand tu as un esprit plus ludique et mmh. créateur, imaginatif. Ouais. Je trouve que c'est tellement important le travail que vous faites. Tous les membres du Conseil des métiers d'art, c'est à chaque année, à l'automne, qu'il y a un salon. Ben, il y a le salon, à Noël, hein, des cadeaux. Juste avant Et Noël. puis dernièrement, mais c'est plus pour le milieu professionnel, il y a le salon, les rendez-vous Maestria, justement liés à la famille qui travaille en restauration du bâti. T'en viens bientôt, ça? Rendez-vous master? C'est ça a été au mois de mars, mais depuis le Covid, Ouais. c'est avril même, je crois. Oui. Enfin, la dernière, c'était en avril, oui. Mm. Je vais diffuser l'information, mais il faut que j'aille au prochain pour mon 30e. Peut-être qu'on se Faudrait. proposerait là. J'espère, je vais voir parce que l'année dernière, j'ai donné un petit atelier sur la dorure, justement pour présenter le savoir ancien et quelques techniques en peinture décorative d'1 heure. Ça, c'est les feuilles d'or, carrément. Oui, ou les feuilles d'imitation, oui, c'est ça. Oui. C'est un ancien savoir aussi. Oui, Ça vient à la question, à la grosse question du budget, parce que j'ai reçu un courriel d'un Français ou un Suisse qui est au Québec depuis plusieurs années, puis il me dit, bon, nouvelle étape, je vends ma maison. Alors, une maison extraordinaire, pas très grosse, mais 900 000 $. Alors, je me dis, ma foi, si je mets ça dans ma revue, je décourage les gens. J'essaie de ne pas mettre ces maisons-là dans ma revue parce que s'il y a toujours la croyance que maison écologique, maison saine, c'est pas abordable, c'est pour les riches. Et c'est ah oui. un peu décourageant. Et pour ça, je m'intéresse à savoir, est-ce que justement, il faudrait que je parle à Carole au niveau de la formation des autoconstructeurs et faire connaître aussi les artisans. Mais est-ce que toi, est-ce que tu en as fait des petits projets de rénovation, construction où ça ne coûtait pas une fortune? C'est sûr que c'est plus cher que du gypse peinturé là, à l'alkyd ou à peinture au latex. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les coûts? Ben, moi, je pense que c'est une autre approche. C'est un coût qu'on met à cette période-là, mais qui va être durable sur le long terme, qui ne nous fera pas changer tous les 3 ans. Ce sont des peintures. Quand on travaille avec le naturel, il y a une évolution dans le temps qui est beaucoup plus durable et plus belle. La patine, La patine, oui, il y a une patine qui se met, mais elle est beaucoup plus naturelle. Par exemple, tout ce qui est peinture synthétique, ce sont des films, donc à un moment donné, comment, il y a une usure qui se fait il y a des écailles qui arrivent là, et c'est le film qui chépie. Quand on en est arrivé là, ben, il faut presque tout retirer et recommencer. Tandis qu'une peinture naturelle, elle va se patiner et s'user en fait en surface. Donc, elle va comme diminuer d'épaisseur, elle va se patiner, mais elle ne disparaît pas en tant que telle. Et donc, on la rafraîchit tout simplement. C'est une autre approche en fait. On ne nettoie pas les murs, mais on n'en a pas besoin. Donc c'est plus un investissement peut-être au moment où on appelle des artisans plus spécialisés et qu'on utilise ce genre de matière. Mais ça vieillit très bien et c'est solide. quand tu dis qu'on ne nettoie pas les murs, c'est que c'est moins lavable parce que c'est moins, c'est pas semi-lustré. Mais on Oui, a on n'a pas besoin parce qu'il y a comme ce sont des produits qui respirent et le côté statique n'est pas là. Donc la poussière tombe toute seule. Elle ne va pas s'accrocher sur les murs, par exemple, avec la chaux.
Ouais, puis de nombreuses peintures qui respirent, en fait. ouais, Donc, c'est sûr qu'après, il y a le plaisir de les faire soi-même aussi. Comme ça, c'est une manière de faire de diminuer les coûts et en même temps d'allier plaisir à toucher la matière et d'avoir la fierté de l'avoir fait soi-même. Mais c'est sûr que c'est un bon investissement. C'est un bon placement, en fait. C'est plus un placement sur le long terme qu'un placement à grosse rentrée, là. tout à fait. Euh, Moi, je dirais placement côté esthétique, la beauté, la santé, protection de oui, l'environnement. Ouais. oui. Tu Puis parles la qualité de la maison aussi, si elle doit être revendue à un moment donné, aussi. Enfin, mm, d'électricité. Tu parles des finis qui se dégradent, c'est surtout les produits à base d'alkyd. Moi, j'ai mon voisin qui vient de refaire l'extérieur de sa maison oui. avec le fameux cétol, là, le fini, l'alkyd pour une maison de pièce sur pièce. Il a même mis ça sur son quai qui a coulé dans le lac. Et je Mm. ne comprends pas parce qu'effectivement, quand ça s'écaille, il faut tout ça Oui, enlever. tout est à refaire. Une peinture à la farine, là, c'est 2 couches et ça tient 10 ans sans problème. C'est su- c'est assez étonnant. Puis moi, j'en ai mis là, en extérieur, hein, moi je parle. Il n'y a pas de problème. Mm. À l'extérieur. Comme la peinture, les gens doivent connaître aussi la peinture minérale comment on l'appelle encore? C'est vraiment du calcaire, là, la peinture minérale. Keim, qui était le grand fabricant, je crois. Et ça, c'est vendu chez Tokay. Au Ah, au silicate. silicate. Oui, Silicate, oui. Le silicate, oui. Au lieu de peindre les murs avec des peintures synthétiques qui vont s'écailler dans 2 ans, ouais, les et gens puis réussissent. voilà, tout va Ça, bien. ça se fusionne à la maçonnerie. Oui, c'est ça. Puis c'est respirant, c'est une peinture naturelle, c'est du silicate, des pigments, une charge, tout simplement, comme je parlais pour une peinture, Ouais. et qui respire, qui va bien rentrer dans la matière. C'est sûr qu'il faut que le support respire aussi, là, il y a des petites conditions, Oui, mais, parce que beaucoup de gens ont c'est fait bien. l'erreur. Il y a des gens qui ont peinturé l'extérieur des briques de maison. Ça, il faut Oui, décaper tout ça, hein. oui, ça malheureusement, oui. Ouais. Ouais. Mais une fois que c'est fait, c'est bon pour 100 ans, la peinture au silicate, c'est extraordinaire. Oui. Ouais. Puis maintenant, on a la chance de l'avoir en Amérique du Nord parce que euh, il y en a pas encore beaucoup, mais il y a possibilité d'en trouver. Il y a une compagnie en Ontario, je crois. Ouais. Il y a la compagnie européenne et puis il y a une petite compagnie ici au sud de Montréal qui l'a aussi, qui la Et développe. est-ce que J'ai c'est perdu le nom là, mais celle que je connais, moi, c'est Keim, oui, K-E-I-M. ça c'est la compagnie allemande en fait qui a Ah, introduit le produit. Mm. et c'est ça, je crois, c'est Sika qui a acheté. Oui, Sika, S-I-K-A qui a acheté Keim. Donc, Sika, je pense, c'est hollandais, c'est mondial. C'est un peu comme. Mhm. Puis je pense qu'il y a une compagnie ontarienne qui reproduit le même genre de produit. Et puis la petite, mais j'ai perdu le nom, je pourrais vous la retransmettre au besoin là, sur la rive sud. Mm. OK. Dernièrement, j'ai travaillé en fait, le Covid, j'avais un projet justement de restaurer une statue en pierre sur une façade lors de sa restauration. C'était une façade patrimoniale sur la rue Sherbrooke, l'ancien collège de Montréal. Non, c'est pas le collège. Enfin, bref, c'était un ancien collège qui est devenu des appartements. Et donc la façade est classée. Et donc j'avais le mandat de restaurer la statue qui était un prêtre avec 2 enfants. Et j'ai utilisé cette technique-là. Et puis il y a moyen de faire toutes sortes de patines. Et j'ai fait donc une imitation de bronze avec ce produit. Avec la Comme peinture. si c'était une statue de bronze, parce qu'à l'époque, au début du siècle, ici, on faisait beaucoup d'imitations bronze en peinture, en fait, au lieu de s'acheter du bronze. Déjà 10 pots à l'époque, oui. Oui, oui. Les budgets sont souvent restreints, oui. Tu ne travailles pas ces jours-ci en restauration, là, une petite maison, quelqu'un qui achète une vieille maison et qui voudrait faire une pièce ou deux, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de coût? Mais ça dépend toujours ce qu'ils ont à faire, hein.
Puis ça, j'inviterais peut-être plus d'aller vers Tokay s'ils veulent aller vers les peintures à la chaux. Puis c'est un peu difficile de pouvoir parler de prix selon, parce qu'on faut connaître un petit peu plus et avoir un peu plus des détails des besoins là. Mm. Et puis Quelques-uns. c'est varié. Mm. Il y avait un beau magazine qui s'appelait Natural Home aux États-Unis pendant des années, malheureusement, qui a fermé ses portes. Mais il parlait de la peinture American Clay. Mhm. Je Euh, pense que c'est une bonne peinture aussi. Oui, je ne l'ai pas testée, mais c'est à la craie, quoi. Mm. Clé, à l'argile, ouais, pardon. c'est là, à l'argile. Ouais. Ouais. Mm. Je me demande, est-ce que ça va, si on met ça par-dessus une peinture à l'acrylique, ça ne va pas gérer vraiment l'humidité. C'est plus pour la Mais beauté. ça va avoir des limites. Si le fond est fermé, il va être préparé pour pour accrocher et recevoir les peintures naturelles, mais ça se fait plus au niveau des couches de peinture vers l'intérieur de la bâtisse, la Ouais. gestion saine. Mais c'est sûr qu'il y a une limite à un moment donné. Si les structures, tout le structurel respire, ben on va aller beaucoup plus loin euh, dans le côté sain du bâtiment, en fait. Oui. C'est une question que je me pose pour chez moi, à ma maison à 25 ans. Au début, bon, c'était la Life Master de Glidden, la première peinture sans COV, sans composés organiques volatiles. Puis j'ai mis aussi la peinture AFM Naturals, là, une peinture californienne que les hypersensibles utilisent. Donc, mais beaucoup de mes murs ont été peinturés une seule fois, il y a 25 ans, et certains, il y a peut-être 10-15 ans. Mais je me demandais dans les salles de bain, est-ce qu'il y a quelque chose, il faudrait vraiment décaper la peinture à l'alkyd, à l'acrylique pour que ça respire, pour que ça diffuse. Oui, c'est sûr que si on veut retourner à ce point-là, oui, mais c'est quand On même pourrait du rajouter quelque travail. chose de plus épais, de naturel, mélange justement de fil naturel et d'argile ou chaud. Donc, en partant d'une peinture à l'huile, c'est ça? À Mm. l'alkyd, pas à l'alkyd, mais à l'acrylique, le latex. À l'acrylique. Mais c'est ça, il faudrait lui mettre un intermédiaire, en fait, un primer La question, du Qatar, là, ou un primer prévu. Mais en général, ce genre de compagnie ont leurs propres apprêts, justement, et leurs propres approches pour justement faire le lien les entre les supports compagnies, fermés et les produits naturels. Et je pense qu'American Clay doivent en avoir un. Tokay propose aussi des solutions. Euh, donc, en allant vers ces compagnies-là, si vous allez avec ces produits-là, c'est mieux même de suivre leurs produits, là. Mm. Mais c'est de faire cette couche intermédiaire, en fait, entre l'ancien et le nouveau. L'ancien fermé et le nouveau qui respire. Mm. évidemment, on ne pourra jamais utiliser le gypse pour absorber l'humidité à partir du moment où on le peinturait avec une peinture à base de pétrole. Non, non. Donc, ça va être Non, l'avantage que bon, la poussière ne va pas coller au mur et la beauté, des choses comme ça. puis après, ça dépend de l'épaisseur qui arrive par la suite, quoi, en fait, du fini. C'est sûr que dans le tas de lac, dans le cadre du tas de lac, il y a quand même une petite épaisseur, hein. Il y a un enduit chaud qui arrive, puis après il y a l'enduit tas de lac. Puis on peut travailler, comment? Ça c'est la base, mais la couche d'enduit peut être beaucoup plus grosse, ou plusieurs couches aussi, hein, si on veut encore mieux gérer l'humidité. Mm. Donc, si on a ces deux couches-là, même très fines, ça va absorber un peu le Oui, trop. ça fait son travail quand même. Oui, Ah, oui, oui. c'est à explorer. Ben, Marie-France, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Puis, donc, l'invitation est lancée pour mon 30e anniversaire. Je demande à plein de spécialistes dans leur domaine si tu veux, si tu as le temps d'écrire un texte sur le chemin parcouru. Puis, où est-ce que tu aimerais qu'on soit d'ici 2030, la maison? C'est souvent pour les architectes, entre autres, au niveau du climat, 2030, c'est comme le chiffre magique. La Norvège va interdire les véhicules à essence, les nouveaux véhicules à essence en 2030. Ici, ça va être 2035. Mais les gens ont besoin de la sagesse, du savoir des gens comme toi et surtout de l'espoir. Hein? Les nouvelles, Mais les moi, nouvelles ouais, je vous dirais que vous pourriez peut-être aussi, c'est aller vers les artisans, parce que et peut-être ouvrir une porte avec le CMAQ, parce que que ça, conseils des métiers d'art.
Oui, approcher le Conseil des métiers d'art, puis parce que que ce soit tous les artisans, enfin beaucoup d'artisans, puis particulièrement ceux qui travaillent avec le patrimoine bâti en restauration, c'est quand même, étant donné qu'ils travaillent avec des notions des anciens savoirs et les matières premières, la notion de durabilité et d'écologie est très, très présente en fait, et est en lien direct avec la restauration. C'est vraiment comme deux points qui sont là quand on réfléchit dans ce domaine-là. Donc, c'est peut-être une nouvelle approche d'allier les deux mondes, en fait, de l'autoconstruction, de tout ce qui est écologie avec la restauration. Ouais, Et puis, on a un peu le même chemin similaire, là, de faire connaître le métier. Donc, ça pourrait être une belle avenue, je pense. ouais. Je dirais que ce serait ça. Mm. J'allais penser, comme ça, j'ai souvent été bon partenaire à diffuser l'information, mais je suis très heureux que le conseil soit impliqué dans le patrimoine bâti parce que les écoles, les métiers de construction ne s'intéressent pas à tout ce qui est écolo et alternatif. Ouais, il y a un long chemin encore. Oui, oui, aussi, oui, vous voyez, ce serait... C'est ça que tu devrais enseigner, en fait, dans les écoles de construction, aux futurs peintres, entre autres, mais Ouais. Mhm. C'est difficile, hein, c'est un monde qui est très fermé aussi. Donc, les gens veulent le vite, le beau bon pas cher, comme on dit, mais je dis toujours aux gens, le moins cher revient toujours le plus cher pour ta santé, pour la oui. planète et tout le reste. Ouais. Mm. En tout cas, donc, moi, ce sera, ouais, je vous dirais ça, là, prendre c'est peut-être une manière de continuer votre chemin et du magazine de continuité en ouvrant les portes ou en allant. euh, je pourrais peut-être parler je fais partie du conseil de patrimoine, donc il y a un petit conseil, je pourrais peut-être, au besoin, si on pourrait s'en reparler, puis Oh oui, parce qu'on a beaucoup de professionnels voir comment. qui magazine là aussi, là. C'est pas juste grand public. Beaucoup d'architectes, designers, constructeurs, Mhm. des Puis villes. il y a les artisans qui travaillent la chaux aussi, ou le chanvre, sont inscrits hein, au Conseil des métiers d'art aussi en tant qu'artisans pour le bâti. Hein. Donc voilà. Puis ben, c'est ça, je dirais ça. Puis peut-être mes ateliers prochains qui arriveront. Oui, Pour ça, ben, je vais inviter les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter à me suivre sur ma page Facebook parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver là, bien, à ce sujet, que ce bien. soit en information ou en atelier proposé. Mm. Tiens-moi au courant aussi par courriel quand tu auras du nouveau. Oui, 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 vous serez dans les premiers. Je vais vous mettre sur ma liste de emailing et d'informations à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir pris le temps. C'est très, très agréable, Marie-France Cache. Au plaisir. Oui, à bientôt. Bon 30 ans au journal et à votre beau projet. Merci.